Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de DNSCrypt et également d'une autre technologie appelée DNSSEC. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo concernant les DNS, donc je vais vous rappeler un petit peu comment fonctionne un DNS, mais je vais surtout vous expliquer quels sont les risques que peuvent apporter un serveur de nom de domaine, donc Domain Name Server DNS. Donc cette vidéo sera en trois parties. La première partie, je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. La deuxième partie, je vais vous montrer comment utiliser DNSCrypt sous Windows. Et enfin, la dernière partie, je vous expliquerai comment utiliser DNSCrypt sous Linux. Donc nous allons faire un petit scénario où Paul a décidé donc de publier sur Internet son blog. Et donc il a mis son blog sur un serveur. Comme vous le savez peut-être déjà, toutes les machines sur Internet sont identifiées par une adresse que l'on appelle adresse IP et qui est une succession de chiffres séparés par un point. Ici, nous voyons que le serveur de Paul est 197.162.88.254. Mais voilà, vous avez également remarqué que lorsque vous voulez aller sur un site Internet, un blog ou autre chose, eh bien, vous ne tapez pas une adresse IP, vous tapez un nom de domaine. Alors, comment votre ordinateur fait pour trouver, donc à partir d'un nom de domaine, le serveur hébergeant le site que vous voulez visiter? Eh bien, c'est là où rentrent en jeu, donc, les fameux DNS, qui sont des serveurs qui font la liaison entre l'adresse IP et le nom de domaine que vous voulez visiter. Donc ici, nous voyons que Paul a en fait acheté son nom de domaine sur un serveur DNS, et que donc, ce serveur DNS stocke cette information afin de pouvoir donner cette information à toute personne désirant visiter le blog de Paul se trouvant sur ce serveur. Donc, Eric va taper sur son navigateur internet l'adresse www.paulblog.fr. Et sa machine va donc, à travers la box, aller interroger le premier DNS qu'il rencontre, c'est-à-dire le DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. Le PC d'Eric va donc demander à ce DNS quelle est donc l'adresse IP de www.paulblog.fr. Le DNS du fournisseur d'accès à Internet, ne connaissant pas la réponse car cette requête ne lui a jamais été demandée, va interroger l'autre DNS, donc le DNS A, pour lui demander si il sait quelle est l'adresse IP du blog de Paul. Et donc le DNS A va répondre au DNS B qui lui-même va répondre au PC d'Eric et lui donner la solution et lui dire eh bien voilà, c'est cette adresse IP-là où se trouve le serveur de Paul sur lequel est hébergé le blog de Paul. Et ensuite, eh bien, le PC d'Eric va se connecter directement au serveur de Paul pour pouvoir visiter ce blog. Le DNS n'est en aucun cas un intermédiaire entre vous et le serveur. Le DNS est juste là pour répondre à une question, pour savoir où il faut se connecter pour visiter le site. Maintenant, le DNSB, qui représente ici le fournisseur d'accès à Internet, a mis cette information en cache de façon à ne pas avoir à réinterroger le DNS-A en permanence. Donc ce cache peut être renouvelé périodiquement, tout dépend comment le DNS a été configuré, mais généralement le DNSB ici ne va pas réinterroger le DNS-A et va immédiatement répondre à toute requête car il connaît déjà la réponse. Et le problème ici, eh bien, c'est justement ce cache qui peut être attaqué. Donc ici nous avons un hacker qui par exemple va attaquer le cache de ce DNS et va modifier l'adresse IP qui est associée au blog de Paul. Vous le voyez maintenant, ce n'est plus la même adresse IP et donc le DNSB va devenir ce que l'on appelle un DNS menteur, c'est-à-dire qu'il va donner une fausse réponse lors de la requête. Alors ici, on dit un hacker, mais ça peut tout à fait être un État également qui demande, par exemple, à un DNS de mentir à quelqu'un en particulier, car le DNS connaît également l'adresse IP d'Eric, donc on peut imaginer également ici qu'un État puisse demander à un fournisseur d'accès à Internet de mentir à une personne en particulier pour le rediriger par exemple sur un faux site. Donc du coup, eh bien, le PC d'Eric ayant reçu une information erronée ne va pas se connecter au serveur de Paul, mais va se connecter au serveur du hacker qui va lui permettre peut-être par exemple de faire du hameçonnage.
imaginons par exemple ici que ce ne soit pas un blog, mais que ce soit le site internet d'une banque, eh bien on peut imaginer ici que le hacker aura fait une copie parfaite du site internet de la banque pour se faire passer pour la banque et ainsi voler les identifiants de la personne qui souhaite consulter son compte bancaire sur le site internet de sa banque. Donc ici, ça peut servir, entre autres, à faire de l'hameçonnage, mais ça peut servir à bien d'autres choses. À partir du moment où le DNS ment, cela peut vous rediriger sur à peu près tout et n'importe quoi. Cela peut également permettre de mettre un intermédiaire entre vous et le serveur. C'est-à-dire que vous allez bien consulter le blog de Paul, mais entre les deux, eh bien, il va y avoir ce que l'on appelle un homme du milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui va regarder les paquets qui passent entre vous et le serveur de Paul, et qui va pouvoir donc espionner tout ce qui passe comme information entre vous et le serveur de Paul. Donc tout ceci va être très transparent, vous allez vous apercevoir d'absolument rien, et donc vous serez espionné très facilement. Mais les DNS peuvent également servir à faire ce que l'on appelle des blacklists, permettant de censurer certains sites internet. Alors ça, les États en sont très friands. Il faut savoir que quasiment maintenant tous les États du monde utilisent les DNS pour blacklister certains sites. C'est le cas de la France entre autres aujourd'hui. Donc il y a des blacklists qui sont données aux fournisseurs d'accès à Internet régulièrement, de façon à mettre à jour les DNS, de façon à ce que les DNS censurent certains sites pour des raisons diverses et variées, parce que les sites sont politiquement incorrects, ou qu'ils sont terroristes, ou qu'ils sont fake news, etc. etc. Vous allez voir d'ailleurs dans l'avenir de multiples lois qui vont apparaître, comme par exemple entre autres en France la fameuse loi sur les fake news qui va arriver. Et qui va permettre donc aux DNS et aux États de censurer les sites que vous allez vouloir visiter. Alors ici, il y a deux possibilités. C'est soit le DNS va répondre comme si le site n'existait pas, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une page qui dit « Eh bien, je n'ai pas trouvé le site, il n'existe pas ». Mais généralement, ce n'est pas le cas, car cela permet également aux États de pouvoir collecter les adresses IP des personnes qui ont l'habitude de visiter ces sites Internet. Donc généralement, vous êtes redirigé sur un site Internet de l'État qui va vous avertir que ce site a été censuré, blablabla, etc. Et en même temps, en passant, ils vont collecter votre adresse IP qui va être conservée de façon indéfinie. Donc ici, on ne va pas seulement se contenter de censurer les sites, mais également collecter un maximum d'informations sur les personnes qui visitent ces sites. Donc vous voyez qu'ici, les DNS des fournisseurs d'accès à Internet permettent de faire énormément de choses pour vous espionner, vous hameçonner, vous censurer, et ceci de façon très très facile. Et donc le DNS, c'est également une fantastique boîte noire qui permet de collecter votre adresse IP, les horaires auxquels vous vous êtes connecté à le site Internet, et un paquet d'autres métadatas qui permettent donc de renseigner entre autres les États sur votre activité sur Internet. Donc les serveurs DNS, c'est vraiment une mine d'or pour tous ceux qui veulent vous espionner. Alors comment éviter tout ça? Eh bien, la première chose auquel on peut penser, c'est un VPN. Un VPN peut effectivement vous éviter ce genre de désagrément à partir du moment, bien sûr, où vous faites confiance à votre service de VPN, et également à condition que vous utilisiez bien le serveur DNS de votre serveur VPN. Car sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle un DNS leak, c'est-à-dire que votre communication VPN va être chiffrée, mais par contre, vos requêtes DNS ne vont pas passer par le VPN et vont passer par le DNS de votre fournisseur d'accès à Internet. Et donc, du coup, vous perdez tout l'avantage de passer par un VPN. Donc, un VPN peut être une solution intéressante pour protéger sa communication et éviter les DNS leaks. Ceci étant dit, si vous ne voulez pas payer pour un service de VPN, il existe une solution qui permet de limiter un peu les dégâts et qui est donc le DNSCrypt couplé à une autre technologie qui s'appelle DNSSEC. Alors ici, l'objectif est donc déjà d'éviter de passer par le serveur DNS de votre fournisseur d'accès à Internet et de passer par un autre serveur DNS qui a la technologie DNSCrypt et qui va en fait chiffrer vos requêtes DNS entre vous et le serveur DNS. Donc déjà, la requête ne risque pas d'être interceptée par un homme du milieu qui se trouverait entre vous et le DNS et ne risque pas non plus d'être modifiée, car la requête pourrait très bien être modifiée en cours de route et ainsi vous vous retrouvez avec une fausse information. Donc déjà, DNSCrypt va protéger la requête de toute malversation et de toute modification.
Mais cela ne suffit pas, car il y a encore le problème du cache qui reste à résoudre, et ici vient la technologie DNSSEC, qui en fait, elle, va certifier en fait le nom de domaine en le signant. Et ainsi, chaque serveur DNS qui utilise la technologie DNSSEC va créer une chaîne de confiance où le nom de domaine va être passé avec une signature et va être signé numériquement afin de certifier que ceci n'a pas été modifié, n'a pas été corrompu et que l'adresse IP correspond bien au nom de domaine indiqué. Donc généralement, on combine DNSCrypt et DNSSEC de façon à avoir une protection globale et totale. Donc DNSCrypt doit être installé sur le client, c'est-à-dire sur le PC d'Eric ici dans cet exemple. Et bien sûr, le serveur DNS doit accepter cette technologie pour pouvoir répondre aux requêtes de façon chiffrée. Quant à DNSSEC, eh bien là, c'est uniquement au niveau des serveurs DNS, il n'y a rien à installer sur le PC du client. Cependant, ce sera à Eric, ici dans cet exemple, de choisir lui-même un serveur DNS qui prend en charge la technologie DNSSEC, de façon à s'assurer qu'il y ait une chaîne de confiance qui soit établie et que ce nom de domaine ne soit pas corrompu et que ce DNS ne devienne pas un DNS menteur. Donc ici, Eric est à peu près certain que ce DNS ne lui mentira jamais et que sa requête ne sera pas espionnée au passage par un homme du milieu. Ceci étant dit, la problématique d'un serveur DNS, DNSCrypt, DNSSEC est la même que la problématique d'un serveur VPN, c'est-à-dire que vous allez devoir faire confiance à un serveur DNS qui est détenu par des gens que vous ne connaissez pas particulièrement et à qui vous allez devoir faire une confiance aveugle, car ici, DNSCrypt ne protège pas votre anonymat et ne protège pas vos données non plus. Car ici, les personnes qui s'occupent du serveur DNS avec DNSCrypt sont tout à fait capables de savoir quels sont les sites que vous avez visités, de la même façon que le ferait un État. Donc, tout comme un VPN, vous allez décider de faire confiance à un autre serveur DNS que celui de votre fournisseur d'accès à Internet, sans réellement aucune garantie, si ce n'est la réputation de ce serveur, tout comme la réputation d'un service VPN. Il y a quand même une différence majeure, c'est que lorsque vous achetez généralement un service VPN, ici, la réputation est importante pour un VPN car il sait qu'il peut perdre son business si jamais on découvre que, par exemple, il revend des informations à des États ou qu'il garde des logs, c'est sûr qu'il perd le business. Ici, la majorité des serveurs DNSCrypt sont gratuits. Donc ils n'ont, je dirais, pas grand chose à perdre si jamais ils avaient envie d'espionner un petit peu ou de faire quelque chose avec vos données. C'est toujours pareil, il y a ici une question de confiance à avoir, à vous de voir. C'est une question ici auquel on peut difficilement répondre, si ce n'est que généralement vous allez voir que des serveurs DNS sont souvent hébergés par des gens qui font déjà du VPN, entre autres. C'est le cas, par exemple, je pense à ePredator. ePredator, qui est un service de VPN, eh bien, ont également des serveurs DNSCrypt. Voilà, et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite ce que l'on peut faire sous Windows pour installer DNSCrypt. Bien, donc nous sommes ici sous Windows 10, et avant d'installer DNSCrypt, nous allons d'abord faire un petit tour sur notre carte réseau pour voir comment elle est configurée. Donc je vais aller dans mon panneau de configuration, je vais aller dans Centre, Réseau et Partage, et je vais cliquer sur Modifier les paramètres de la carte. Ici, j'ai donc ma carte réseau, et je vais demander les propriétés de cette carte réseau. Ensuite, je vais aller sur Internet Protocol version 4, et je vais cliquer sur le bouton Propriétés. Alors, ici, généralement, ce que vous allez avoir, c'est obtenir une adresse IP automatiquement. À ce moment-là, la carte réseau va automatiquement détecter votre routeur, votre box, va prendre son adresse IP et va demander une adresse IP à la box. Donc, vous devriez normalement n'avoir aucun chiffre si vous êtes sur IP automatique. Ici, moi, j'ai mis manuellement donc des informations, ce qui va nous permettre de voir quelles sont les modifications qui vont être effectuées par DNSCrypt après son installation. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que l'adresse IP de ma machine sur mon réseau local est celle-ci, c'est moi qui l'ai mis manuellement. Cette adresse IP n'est pas l'adresse IP qui identifie ma machine sur Internet, c'est uniquement sur mon réseau local. C'est-à-dire que ma box, mon routeur, connaît mon ordinateur sur le réseau local sous cette adresse IP-là. Ensuite, il y a le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut qui est en fait l'adresse IP de ma box.
Et enfin, le serveur DNS, comme vous le voyez ici en bas, eh bien, c'est l'adresse IP de ma box, qui va en fait router mes requêtes DNS vers le DNS de mon fournisseur d'accès à Internet. Voilà, donc ça c'est la configuration que tout le monde a en général, que ce soit en automatique ou que ce soit manuellement. Le serveur DNS, c'est toujours en fait la box qui va router ça vers le DNS du fournisseur d'accès à Internet. Donc, pour le moment, on va laisser ça comme ça et on va installer DNSScript. Alors, ce que je vous propose de faire ici, c'est d'aller sur le site simplednsscript.org et nous allons installer l'application Simple DNS Script. Vous avez deux versions, une version pour les Windows 64 bits et une version pour les Windows 32 bits. Donc, en fonction du système que vous avez, choisissez l'un ou l'autre. Ici, je suis sur un 64 bits, donc j'ai téléchargé donc cette version-là que j'ai mis sur mon bureau. Alors, avant d'installer Simple DNS Script, assurez-vous d'avoir installé le framework 4.6.2, car ce logiciel a besoin du framework de Microsoft 4.6.2 pour fonctionner correctement, et donc c'est la version la plus basse qui l'accepte aujourd'hui. Normalement, si votre Windows 10 est à jour, vous devriez déjà avoir ce framework, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, n'oubliez pas de l'installer avant d'installer Simple DNS Script. Vous le trouverez très facilement en tapant dans un moteur de recherche Framework 4.6.2. Donc je vais lancer l'installation de Simple DNS Script et vous allez voir que c'est très facile. Il suffit de faire Next, puis Install. Voilà, vous voyez, ça a été très facile. Il suffit maintenant de cliquer sur Finish et vous avez maintenant un icône sur votre bureau qui va vous permettre de lancer Simple DNS Script pour le configurer. Donc Simple DNS Script vérifiera s'il y a une mise à jour disponible à chaque démarrage et il vous proposera de la télécharger. Donc ici, nous sommes sur le menu principal et vous voyez qu'on nous montre entre autres notre carte réseau qui est ici et qui n'est pas encore protégée par DNSScript. Vous voyez également qu'ici, on nous propose d'utiliser l'IPv4 qui est l'adressage le plus courant aujourd'hui sur Internet, mais également la possibilité d'utiliser l'IPv6 qui est le nouveau système d'adressage qui va permettre de pallier au manque d'adresses sur Internet qui était fourni jusqu'à présent par l'IPv4. Comme vous voyez, par défaut, l'IPv6 n'est pas activé et je vous conseille de ne pas l'activer pour le moment car l'IPv6 n'est pas encore appliqué partout et n'est pas encore d'une très grande fiabilité. Ensuite, et ça c'est très important, on vous propose de n'utiliser uniquement que des serveurs avec le support DNSSEC. Et ça c'est extrêmement important, donc laissez ça coché tout le temps. Également, on vous demande si vous voulez uniquement des serveurs sans journaux, c'est-à-dire qui ne gardent aucun registre de vos connexions. Bien sûr, on va également laisser ça cocher, mais bien sûr, c'est sans aucune garantie. C'est tout comme les VPN, les serveurs DNSScript vont prétendre ne garder aucun journal de connexion. Maintenant, il faut leur faire confiance. Et également, seulement les serveurs qui n'ont pas de filtre, pas de censure, car même un serveur DNSScript peut très bien avoir une censure, un filtre quelconque. Donc, on va laisser tout ça coché, à part l'IPv6 que l'on ne va pas utiliser. Ensuite, il faut démarrer le service DNSScript qui a été installé. Donc ici, eh bien, j'ai simplement à cliquer sur ce bouton pour démarrer le service DNSScript. Alors nous verrons tout à l'heure dans les services où se trouve ce service et également comment le paramétrer un petit peu plus. Une fois que le service DNSScript est lancé, eh bien vous pouvez sélectionner la carte réseau qui utilisera les DNS de DNSScript. Car vous pouvez avoir bien sûr plusieurs cartes réseau sur une machine. Ici il n'y en a qu'une donc c'est très facile. Vous cliquez dessus et ça va automatiquement paramétrer votre carte réseau pour qu'elle utilise DNSScript. Et vous voyez que la carte réseau ici est passée de couleur grise à couleur verte avec une coche qui veut dire que donc maintenant elle utilise bien DNSScript. Alors on va vérifier tout ça et on va reprendre les paramètres de notre carte réseau de tout à l'heure. Donc on va aller dans le panneau de configuration, dans le centre réseau et partage, dans modifier les paramètres de la carte et on va demander les propriétés comme tout à l'heure et on va voir ce qui a changé. Et regardez, là, c'est très clair, il y a une modification qui a été faite au niveau du DNS. Ce n'est plus 192.168.1.1 qui est l'adresse IP de ma box, qui est indiquée, mais ici 127.0.0.1, qui est en fait l'adresse de ma machine. Ce qui veut dire que maintenant, toutes les requêtes DNS qui vont être faites sur cette carte réseau vont être redirigées sur ma machine au lieu d'être redirigées vers ma box, et c'est DNSScript qui va y répondre.
Alors, allons voir où se trouve ce service. On va aller dans le panneau de configuration. On va aller dans Outils d'administration. Et dans Outils d'administration, vous allez trouver Services. Et on va rechercher le service DNSCrypt qui se trouve ici, DNSCrypt client proxy. Et vous voyez qu'il est bien en cours d'exécution. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir ce service et d'aller dans l'onglet récupération, car parfois, eh bien, ce service a tendance à planter. Ça m'est arrivé 2 fois. Donc, en cas d'une défaillance, ce que l'on va demander à ce service, eh bien, c'est de redémarrer le service à chaque défaillance, si cela est possible, de façon à ce qu'il soit toujours opérationnel. Parce que sinon, à partir du moment où ce service est coupé, eh bien, vous ne pourrez plus aller sur aucun site internet, parce que le serveur DNS ne fonctionnera plus et ne répondra plus à votre requête. Voilà, donc il n'y a rien de plus à faire ici. Ça fonctionne automatiquement une fois que le paramètre du DNS est changé sur votre carte réseau. Nous allons faire maintenant un petit tour sur la partie Resolver. Vous voyez qu'ici, DNSCrypt va choisir automatiquement quel est le serveur le plus rapide pour répondre à votre demande. Car en fait, cela impacte beaucoup la vitesse à laquelle vous allez pouvoir surfer sur Internet, puisque plus le DNS mettra de temps à répondre, plus cela mettra de temps pour visiter un site. Donc la rapidité d'un DNS est quand même très importante. Mais vous pouvez, si vous le voulez, sélectionner vous-même le serveur que vous préférez plutôt que de laisser DNSCrypt choisir lui-même. Donc par exemple, je vais regarder un petit peu les DNS qui sont à ma disposition. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, par exemple, il y a le serveur de ePredator, donc je vais le sélectionner. Et je vais enlever la sélection automatique. Et donc maintenant, DNSCrypt va systématiquement utiliser ePredator comme serveur DNS. Nous allons aller maintenant dans les paramètres avancés. Donc vous voyez que vous pouvez avoir également un cache de DNS qui est créé sur votre machine. Vous avez la possibilité de bloquer l'IPv6. Il faut savoir que les requêtes DNS peuvent être soit avec le protocole TCP, soit avec le protocole UDP. Donc vous pouvez choisir de forcer le TCP, de ne pas passer par l'UDP, ce qui peut être une bonne chose en soi, parce que le TCP est quand même plus fiable que l'UDP. Donc on peut très bien demander à forcer le TCP, en espérant bien sûr que tous les serveurs soient capables de faire du TCP. Généralement c'est le cas. Et vous pouvez également faire en sorte que votre serveur DNSCrypt soit capable de répondre aux requêtes DNS d'autres ordinateurs qui sont sur votre réseau et servent de relais. Ça, je vous le déconseille, il est préférable d'installer sur toutes les machines le DNSCrypt tout simplement directement sur les machines qui feront les requêtes. Alors Fallback Resolver, c'est en fait une adresse IP qui va permettre d'obtenir la liste des serveurs DNS disponibles en DNSCrypt. Et cela va être utilisé qu'une seule fois pour obtenir la liste, et puis ensuite ça va passer par DNSCrypt. Donc c'est une requête qui est faite non chiffrée, juste une fois pour obtenir la liste des serveurs DNS. Donc vous pouvez ici changer cette valeur si vous préférez que ceci soit interrogé par une autre adresse. Par exemple ici il est même conseillé que les Chinois utilisent cette adresse-là plutôt que celle-ci. Donc si vraiment vous avez un problème avec ça, c'est modifiable. Vous avez aussi la possibilité de désinstaller le service Windows, mais ça c'est fortement déconseillé parce que sinon ça ne va plus fonctionner. Vous avez la possibilité de récupérer les journaux si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il y a dans les journaux de connexion. Voilà, mais vous voyez qu'il est vraiment très facile sous Windows ici d'installer DNSCrypt. Et bien ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment faire un paramétrage le plus simple possible avec Linux. Donc nous sommes sous Fedora 27 avec l'interface KDE Plasma. Donc avant de commencer l'installation de DNSCrypt, nous allons commencer par voir quelque chose d'intéressant. Nous allons d'abord ouvrir le terminal et je vais utiliser la commande dig avec le nom de domaine quant, c'est-à-dire que je vais faire une requête à un serveur DNS qui est pour le moment le serveur DNS de mon fournisseur d'accès à Internet. Et je vais lui demander de répondre donc à cette requête, quelle est l'adresse IP de www.quant.com. Et ici nous voyons très clairement que il y a donc une question qui est posée au serveur DNS
Et la réponse est celle-ci, l'adresse IP de compte.com eh bien, est 194.187.68.100. Alors il se peut que vous n'ayez pas cette adresse-là, car un serveur peut très bien avoir plusieurs adresses IP. Ici, c'est celle-ci qui nous a été retournée. Donc logiquement, si j'utilise cette adresse IP dans un navigateur Internet, je devrais tomber sur compte. Donc nous allons tester ça tout de suite. Je vais ouvrir Firefox. Et donc, je vais mettre ici l'adresse IP qui m'a été donnée. Donc je vais avoir https 194.187.108.100. Et logiquement, je devrais obtenir compte dans mon navigateur. Je valide. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Firefox me dit, attention, cette connexion n'est pas sécurisée. Pourquoi cela? Pourtant, je suis bien en HTTPS. Mais il faut savoir que c'est le nom de domaine qui est signé par un certificat, et non pas son adresse IP. Par conséquent, l'adresse IP n'est pas certifiée. C'est pour cela que Firefox me dit, attention, je n'ai aucune certitude sur le site sur lequel vous allez tomber, il n'y a pas de signature, il n'y a rien, je n'ai aucune certitude. Alors, je vais cliquer sur Avancer, et je vais dire que je veux ajouter une exception et que je fais confiance à cette adresse. Je confirme, et vous allez voir que nous allons arriver sur compte. Mais mieux encore, vous voyez que ici, l'adresse IP a disparu et a été remplacée par www.compte.com. Alors on pourrait penser qu'en tapant directement l'adresse IP dans le navigateur, eh bien, on ne passe pas par le serveur DNS et ainsi on peut l'éviter. Eh bien non, vous êtes obligé de passer par le serveur DNS. En fait, le serveur DNS va faire du reverse resolving et va vous renvoyer le nom de domaine correspondant à l'adresse IP que vous lui avez donnée. Donc, que vous tapiez l'adresse IP ou que vous tapiez le nom de domaine, vous allez de toute façon passer par le serveur DNS, et ça, c'est une chose également importante à savoir. C'est pour cette raison que j'ai de nouveau, ici sur mon navigateur, compte.com qui est affiché, et non plus l'adresse IP que j'ai mis. Je vais réduire mon navigateur. Une chose également intéressante à voir dans ma requête dig ici, c'est l'adresse IP qui est utilisée pour résoudre mon nom de domaine. Vous voyez que c'est l'adresse IP de ma box qui sert de serveur DNS ici 192.168.1.1. Ça peut être différent pour vous si votre box a une adresse IP différente. Donc ici, on voit clairement que je n'utilise pas DNSCrypt. Alors, maintenant, nous allons changer les paramètres de notre carte réseau. Et je vais aller dans le Network Manager. Aujourd'hui, toutes les distributions de Linux sont un Network Manager, donc on va s'éviter de taper des lignes de commande dans le terminal, et on va utiliser ces magnifiques interfaces qui ont été faites pour nous. Alors, d'abord, on va aller dans l'onglet IPv6 et on va mettre ignorer, on ne veut pas utiliser l'IPv6. Ensuite, on va aller dans IPv4. Vous voyez que je suis en automatique, et ça, ce n'est pas ce que je veux. Je vais passer en manuel. Et en serveur DNS, eh bien, je vais mettre ma machine, je vais mettre 0.1. Ensuite, je vais ajouter une adresse IP qui va être 192.168.1.102 par exemple. Essayez de mettre une adresse IP qui soit au-dessus de 100 ou de 200 comme vous le voulez. Le masque de sous-réseau, lui, va se mettre automatiquement, qui est toujours le même. Et puis ensuite, on va mettre comme passerelle eh bien, l'adresse IP de ma box. Donc mettez ici l'adresse IP de votre box. Voilà, c'est tout ce que je vais faire ici, et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, eh bien, je vais redémarrer ma machine, donc je vais faire un reboot. Voilà, ma machine a redémarré. Comme vous pouvez le constater, le petit icône de ma connexion réseau indique un petit problème, puisque vous voyez qu'il y a un petit triangle orange qui s'est mis. Et maintenant, si je prends mon navigateur, je vais ouvrir donc Firefox, vous voyez que, eh bien déjà, le site internet startfedoraproject.org, eh bien, je n'arrive pas à y aller, car, eh bien, il n'y a plus de serveur DNS. Vous voyez que si j'essaye, par exemple, également d'aller sur compte, eh bien, je n'y arrive pas non plus, tout simplement parce que toutes les requêtes DNS sont redirigées vers ma machine, c'est-à-dire l'adresse 127.0.0.1. Donc maintenant, il est temps pour nous d'installer DNS Proxy. Et ça, vous allez voir, c'est très simple. On va prendre notre terminal. On va passer en route.
Ensuite, vous tapez la commande DNF ou apt-get si vous êtes sous Debian ou Ubuntu ou n'importe quelle autre commande suivant la distribution de Linux que vous avez. Installe DNS crypt proxy. Voilà, donc moi je l'avais déjà installé, donc il m'indique que c'est déjà installé. Et maintenant la question c'est à quel serveur DNS allons-nous nous connecter? Alors je vous conseille d'utiliser ici un tableur. Donc moi j'ai installé LibreOffice sur cette machine, donc je vais utiliser Calc de LibreOffice. C'est un équivalent de Excel sous Windows. Et cela va me permettre d'aller consulter un fichier qui a été installé avec DNS Crypt Proxy, qui est un fichier .csv qui liste en fait tous les serveurs DNS Crypt. Donc je vais aller dans File, je vais faire Open, et le fichier se trouve dans USR, Share, Dossier DNS Crypt Proxy, et vous avez ici ce fichier DNS Crypt Resolver CSV. Vous l'ouvrez. Le séparateur est comma, c'est-à-dire virgule. Généralement, c'est la virgule qui est utilisée dans les fichiers CSV lorsque ce sont des fichiers anglophones et le point-virgule sur les fichiers francophones. Donc je fais OK et là, ça va vous faire un joli tableau qui va vous permettre de consulter tous les serveurs en fait qui sont disponibles. Alors, il y a des colonnes qui sont intéressantes à voir. La première colonne, c'est la colonne du nom de ce serveur que l'on va utiliser tout à l'heure. Et les colonnes qui sont intéressantes, c'est la colonne du pays. Vous voyez qu'il y en a en Espagne, en France, en Allemagne, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir où se trouve le serveur. Et puis également, vous avez aussi très important, une colonne qui vous dit si ce serveur est DNSSEC. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal où il y a marqué non, donc évitez d'utiliser ces serveurs-là. Utilisez toujours des serveurs où le DNSSEC est activé. Également, regardez ici le no-log. C'est également une colonne intéressante à regarder. Namecoin, c'est plus particulier si vous voulez de la résolution de nom de domaine par le système Namecoin. Donc, le principal, c'est surtout DNSSEC et no-logs et le pays qui sont intéressants à regarder. Donc, par exemple, ici, pour notre exemple, je vais prendre iPredator. Donc, vous voyez ici le nom qui est indiqué iPredator. Vous voyez qu'il utilise DNSSEC et qu'il n'y a pas de log d'après ce qu'ils promettent. Et vous voyez également que ce serveur est situé en Suède. Alors, j'ai utilisé ici iPredator comme exemple, mais je ne veux en aucun cas dire que iPredator est le meilleur. Je n'en sais rien, je n'en sais pas plus que vous. Je me fie simplement à ce qui est indiqué dans les colonnes et je n'ai plus qu'à faire confiance à ce qui est indiqué dans les colonnes. Donc maintenant que je connais le nom du serveur qui m'intéresse, donc ici iPredator, je vais fermer mon fichier et je vais utiliser la commande DNS crypt proxy r iPredator et je vais mettre une petite esperluette au bout pour garder la main en fait sur mon terminal. Voilà, donc mon proxy est lancé, je vais reprendre mon navigateur internet et je vais demander de nouveau l'adresse de Quant et vous allez voir que, comme par magie, eh bien maintenant j'arrive à obtenir Quant, mais cette fois-ci je passe par le serveur DNS de iPredator. Alors maintenant nous allons reprendre notre commande dig de tout à l'heure. Je vais ouvrir une autre fenêtre de terminal. Et je vais faire dig www.quant.com. Donc vous voyez que cela nous a retourné la même adresse que tout à l'heure. Mais regardez, l'adresse du serveur DNS n'est plus l'adresse de ma box, mais bien 127.0.1. Donc c'est bien DNS Proxy ici qui a répondu en passant par le DNS de iPredator. Donc ici je sais que j'utilise du chiffrement pour ma connexion au DNS et que je fais appel à un DNS qui utilise DNSSEC. Alors ça peut être intéressant de ne faire ça que manuellement car cela permet de bloquer toute requête DNS au démarrage du système qui serait peut-être non voulu. Donc pourquoi pas faire ça manuellement, mais enfin ça reste un petit peu
un petit peu contraignant. Donc, comment faire pour que ce soit automatique? Alors, on pourrait installer DNS Crypt Proxy en tant que service sous Linux, mais c'est un petit peu compliqué, peut-être inutilement. On va tout simplement ici utiliser le bon vieux RC local qui va démarrer au démarrage du système. C'est-à-dire que je vais passer en mode route et je vais éditer le fichier etc rcd rc local. Et vous voyez que j'ai déjà donc créé ce fichier précédemment pour gagner un petit peu de temps. Je vais ici enlever les dièses qui sont devant les lignes. Alors surtout ne pas oublier le exit 0 et ne pas oublier la petite esperluette de façon à ce que ça passe bien à la ligne exit 0. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à mettre. Donc ici, ce fichier est nécessaire pour se déclencher automatiquement au démarrage de Linux. Je vais sauvegarder mon fichier. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est m'assurer qu'il est bien exécutable en faisant chmod plus X. Et je fais etc rcd rc local. Et voilà. Maintenant, à chaque fois que je vais démarrer mon système, eh bien, ce fichier rc local va se déclencher, va lancer le proxy DNS et va lancer donc le serveur ePredator pour les requêtes DNS. Donc vous voyez que là, très simple, je n'ai rien fait de compliqué, extrêmement simple. Bien sûr, il vous faudra modifier ce fichier si vous voulez utiliser un autre serveur DNS. Donc ceci étant dit, en conclusion, je vous rappelle que premièrement, le DNS script ne protège pas votre anonymat, ne protège pas non plus vos données, et que vous devez faire confiance au service DNS qui vous est proposé et à ce qu'ils promettent de faire pour vous protéger. Également, un petit point également sur les réseaux Darknet existants. Il faut savoir que la plupart des réseaux Darknet n'utilisent pas les DNS. Par exemple, I2P a son propre service de résolution de nom de domaine, Freenet également. Par contre, attention avec le réseau Tor. Le réseau Tor, lorsque vous allez sur des sites internet conventionnels du ClearNet entre guillemets, eh bien, utilise le DNS. Donc attention au DNS leak avec le réseau Tor. Je mettrai dans la description de cette vidéo d'ailleurs un petit site qui permet de détecter si vous avez un DNS leak. J'avais d'ailleurs déjà présenté ce site sur la dernière vidéo que j'avais fait sur les DNS. Donc une fois de plus, l'utilisation d'un réseau Darknet est encore une bonne solution pour se prémunir des serveurs DNS. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.